acheter le micro. Oui. C'est une bonne hauteur. C'est une bonne... Moi, il n'y a pas de problème. Si on m'entend bien. Bonjour à tous. Alors, je suis désolée de parler pendant que vous mangez, mais en tout cas, quand on mange, on parle moins. Fait que vous allez être correct et moi aussi parce que j'en ai profité pour manger un petit peu plus rapidement que vous, avant vous, parce qu'on veut prendre vraiment le temps ce matin de vous dire qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Alors, ce serait assez important que je prenne le temps et puis nous allons avoir du temps là, présentement. Alors, merci Seigneur pour le temps que nous avons. Alors voilà, mon nom est Nicole Hébert. J'ai maintenant 56 ans et j'ai 29 ans de vie avec le Seigneur. Fait qu'il y en avait 27 avant que je n'étais pas avec le Seigneur, mais je peux vous dire que le Seigneur avait sa main sur moi, même si je ne la voyais pas, je ne la sentais pas et je ne savais pas qu'il était là. Alors, je demande au Seigneur aujourd'hui d'être authentique et de vous dire l'important qui doit être véhiculé parce que Jésus a vraiment, vraiment, vraiment transformé ma vie. La personne que je suis, ce n'était pas la personne que j'étais avant. J'étais un peu comme les cerfs plus à rien, là. Alors, oui. Et là, j'ai été recyclée vraiment extraordinairement par le Seigneur. Alors, je commence comme suit. Je suis native de l'Abitibi, Chapais. Oui, alors mon père était mineur. Il travaillait dans les mines. C'est pas qu'il était mineur, il avait en bas de 18 ans, là? Non, il était mineur. Donc, mon père a marié une femme de Val-d'Or, en Abitibi. Fait que le plus vieux chez nous, Claude, est né à Val-d'Or. Mon père a changé de mine, est allé travailler à Chibougamau. Donc, Jacques est né à Chibougamau. Après ça, mon père a changé de mine, s'est en allé à Chapais. Et moi, je suis née à Chapais. Après ça est arrivée la première tragédie que j'oserais dire dans ma vie. C'est que lorsque j'avais 10 mois, ma mère a accouché d'un autre enfant et l'enfant est mort et ma mère est décédée aussi. Donc, j'avais 10 mois et je n'avais plus de maman. Et mon père avait des problèmes de boisson. C'était très évident chez lui. Alors, il avait des problèmes de boisson et il avait 27 ans. Il était veuf avec 3 enfants. Donc, il n'aurait pas pu rester à la maison puis nous garder, là. Alors, il nous a placés dans différents foyers, moi et mes 2 plus vieux frères, Claude et Jacques. Alors, mon frère Claude s'est en allé à Asbestos et moi, je suis restée à Val-d'Or, chez une tante, chez ma grand-mère, chez une autre tante, chez ma grand-mère. Alors, je me suis promenée un petit peu de foyer en foyer. Et mon frère Jacques s'est promené un petit peu dans les mêmes places que moi, puis à un moment donné, on l'a envoyé à Asbestos aussi. Donc, quand j'avais 5 ans, mon père s'est remarié avec une femme de la région de Victoriaville. Et puis là, dans mon espoir à moi, de petit enfant de l'âge de 5 ans, mon papa se remarie, mais moi, je ne l'ai jamais revu, mon père, dans les 5 ans. Il a envoyé de l'argent, il a envoyé un peu de vivres pour qu'on puisse rester, nous, à Val-d'Or, mais je ne l'ai jamais revu. Et mon frère Claude, lui, était rendu à l'âge de 10 ans, je ne l'avais jamais vu. Fait que, pour moi, c'était tout comme merveilleux. Je vais rencontrer ma famille, je vais revoir mon père, on va être une vraie famille. Fait que, mon rêve d'enfant, c'était extraordinaire, là. Fait que je partais de Val-d'Or en Abitibi, puis on s'en venait rejoindre papa qui se mariait avec une femme de Victoriaville. Alors là, j'ai vu mon frère qui avait 10 ans pour la première fois. Moi, j'en avais 5. Et le conte de fées, c'est vraiment aplati carrément parce que mon père avait toujours ses problèmes de boisson. Alors, et puis la femme qui l'a épousé aurait bien voulu être une bonne mère. Mais ça n'a pas bien fonctionné, premièrement, dans le couple entre mon père et ma belle-mère. Ça n'allait pas bien à cause de la boisson, bien sûr. Et là, il y a eu un autre enfant. Elle a eu un enfant, donc c'est entré en ligne de compte un petit peu. Puis là, nous autres, les 3 premiers,
On n'était plus des enfants si bons que ça. On était des têtes de cochon, Bon, fait que c'était un petit peu ce que je me suis fait dire beaucoup dans mon enfance. T'es rien qu'une tête de cochon. Bon, fait que c'est ce qu'on entendait beaucoup. Puis mon père travaillait à l'extérieur. Il a arrêté de travailler dans les mines et il a commencé à monter dans les poteaux. Fait que j'ai dit, Pat, toi, tu n'as jamais eu les pieds sur l'air. Fait que il a commencé à travailler comme monteur de ligne. Fait qu'il a fait la ligne entre Montréal et Val-d'Or. Et puis après, il a travaillé comme dynamiteur dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine aussi. Fait que lui, il partait le dimanche soir de la maison, puis il revenait le vendredi soir. Fait qu'on passait la semaine avec belle-maman. Puis c'était pas facile dans la maison. Puis mes frères, ça donnait pas bien avec non plus. Fait que mon frère Claude, à l'âge de 14 ans, il avait commencé à consommer de la drogue dure. On appelle ça l'acide, TH, mescaline, etc. Alors, chez nous, il y avait 2 portes pour la salle de bain. Fait que mes frères, ils rentraient dans la salle de bain, puis là, moi, j'ai regardé, puis je savais ce qu'ils s'en allaient faire, s'en allaient prendre la drogue. Puis je m'en allais par l'autre porte, et puis je rentrais. Puis là, c'est là que ça a commencé un petit peu l'omerta pour moi. Mes frères disaient, Nicole, ta gueule. Hein? Fait que moi, il fallait que je dise rien de ce que je voyais, de ce que je savais, de ce que j'entendais. Fait que j'ai vu mes frères commencer à se geler, à prendre la drogue dure. Puis à 14 ans, presque 15 ans, mon frère Claude, il est parti de la maison, s'est en allé dans l'Ouest canadien. Il est parti de la maison à 15 ans. Et ensuite de ça, mon frère Jacques, malheureusement, a fait une overdose de drogue. Et aujourd'hui, il y a eu les cellules brûlé dans le cerveau. Là. Aujourd'hui encore, il est bipolaire, médicamenté, puis disons qu'il n'a pas une vie facile, Jacques. Alors, mais ça partait mal ma vie. Mais moi, je voulais, parce que dans mon intérieur, je voulais être une bonne fille. Je voulais être une bonne fille. Même si j'étais une tête de cochon, je voulais être une bonne fille. Alors là, je me suis inscrite pour être dans l'armée. Pas l'armée, les cadets. Alors, je suis devenue caporal, d'un cadet. Tu sais, j'ai réussi à percer un petit peu. Et ensuite de ça, j'ai enseigné, j'ai suivi des cours de patinage artistique pendant 6 ans de temps. J'ai quand même enseigné 3 ans. J'ai amené des élèves aux Jeux du Québec. C'était ma bonne volonté de faire ces choses-là. Mais chez nous, je sentais pas l'amour d'un père, d'une mère. Mes frères qui étaient partis dans la drogue. J'étais beaucoup perdue dans tout cela. Mon père est un grand joueur de billard. Alors, moi, j'aimais quand même mieux être avec mon père qu'avec ma mère à la maison. Alors, papa, il partait, puis il disait à Cécile, sa femme, je vais aller m'acheter des cigarettes. Ah, ça, elle savait ce que ça voulait dire. Fait qu'elle disait, Nicole, tu y vas-tu avec? Oui, j'y vais. Fait que j'embarquais avec mon père. Mais là, il s'en allait au bar, à l'hôtel, puis là, il jouait au billard. Fait que moi, j'étais assise dans la voiture. Fait que là, j'avais les clés de l'auto. C'est là que j'ai appris à avancer, reculer, à fumer les botches qu'il y avait dans le fond du cendrier. Et les chansons populaires des années 70, je les connais toutes par cœur parce que j'écoutais le radio. Fait que mon père, au bout de 2 heures, mettons, puis ça, c'est vrai, là, au bout de 2 heures qu'il était en dedans puis qu'il avait oublié que j'étais là, fait que là, si je voyais passer un monsieur que je connaissais, j'ouvrais la vitre. Je disais, Monsieur Houle, dites à papa, là, que je suis encore dans le char. Fait que lui, il rentrait, puis tu voyais mon père s'en venir avec un coke et puis un sac de chips. Hey, Nicole, je t'ai oublié, excuse-moi. Puis là, il me donnait ça, puis il repartait pour un autre 2 heures à l'intérieur. Fait que j'en ai vécu des 3, 4, 5 heures à attendre dans l'auto pour écouter de la musique, mais je préférais ça encore qu'être à la maison. Mais je vous raconte ça parce que pour vous montrer un petit peu comment que l'influence des parents peut être bon, peut être mauvais. Alors là, moi, j'avais mes frères qui me montraient à me fermer ma boîte. Puis là, j'avais mon père qui, des fois, quand il manquait de sous, il allait discrètement, il ouvrait la sacoche de ma belle-mère, il prenait 20$, puis il me faisait signe, chut. Fait que, encore là. Et il y avait l'histoire d'aller à la messe. Fait que mon père, il allait à la messe le samedi soir, puis ma belle-mère, elle y allait le dimanche parce qu'elle, pour elle, le samedi soir, ça valait pas. Alors, il disait, Nicole, tu viens-tu à la messe avec moi? Moi, oui, papa. J'embarquais dans l'auto. On allait à l'église. Je prenais le prion en église, le petit papier, le petit document. Il allait à l'hôtel. Il prenait une bière. On calculait le temps de la messe.
On revenait à la maison, on mettait le priant de l'église sur le comptoir. Fait que là, elle pensait que nous, on avait été à l'église, puis on y avait pas été. Fait que j'ai vécu vraiment c'est un peu tordu. Familialement, ce qui s'est passé. Alors là, bon, ben moi, je continue dans tout ça, je continue d'aller à l'école, je fais mon secondaire 5, et puis après ça, ben c'est le cégep qui s'en vient. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire dans la vie. Je suis comme je suis perdue, j'ai pas de repères. Je ne sais pas quoi faire. Je suis une bonne à rien, puis en plus de ça, je suis une tête de cochon. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai été au cégep en sciences humaines, mais la moitié de mes cours, j'ai skippé parce qu'il y avait une salle de billard en face du cégep, puis je jouais au billard. Fait que je faisais ce que j'avais appris de mon père. Là. Fait que je jouais au billard, là. Puis là, après la première session du cégep, je l'ai calé, là. Je l'ai coulé. Puis là, j'ai dit, je vais aller travailler. C'est ça que ma belle-mère a dit aussi. Quand je rentrais à la maison, puis j'ai dit, j'arrête l'école. Elle dit, si tu arrêtes l'école, tu vas travailler. Bien certainement. Alors, je suis partie. Et puis, j'étais dans une brasserie pour me faire engager comme serveuse. J'ai passé le test, ça n'a pas été long. Oui, vous pouvez commencer à travailler. Donc, j'ai commencé à travailler dans une brasserie comme serveuse, mais j'avais quand même des amis ou des gens que je connaissais, comme un ami de mon frère Claude, que lui était dans l'Ouest, mais en tout cas, que j'ai rencontré, puis qui m'a initié au vol. Alors, de faire des vols dans les maisons privées avec un gant avec bien enveloppé, fessé dans la fenêtre, casser la fenêtre, ouvrir la porte, rentrer dans la maison, des maisons ciblées où est-ce qu'ils savaient qu'il y avait de l'argent, que moi j'allais puis j'avais une cote là-dessus. Ensuite de ça, à la brasserie, un jour, malheureusement, je suis partie, là je me pensais bonne, là, je me pensais intelligente, là, puis capable. Alors un jour, je suis partie avec le cash même de la brasserie, il y avait une couple de milliers de dollars là-dedans. Et puis, moi, les défis, j'aimais ça. T'es pas game de. Ah oui, je suis game de. Ah oui, je suis game de. Alors, je suis partie avec le cash de la brasserie, puis je suis allée le porter à quelqu'un. Le lendemain, je suis rentrée travailler. Comme si de rien n'était, pour rentrer sa job. Mais là, il y avait eu des enquêtes de fait, et puis on m'a dit, Madame Hébert, on aimerait vous avoir dans le bureau. Enfin, je m'en vais dans le bureau. Et là, il y avait un enquêteur. Puis il dit, d'après ce qu'on a vu, ce qu'on sait des heures et tout ça, ce serait vous qui seriez parti avec le cash. Et là, l'enquêteur, il m'a dit, vous êtes la fille de Paul Hébert? J'ai dit oui. Et il dit, on sait comment tu as été élevée. Parce que mon père, il était bien connu dans les bars, puis dans les tavernes, puis c'était un conteur d'histoire, puis les policiers le connaissaient. On sait comment tu as été élevé, puis on va te donner une chance. Puis on dit, si tu nous ramènes le cash, pas de dossier criminel. Alors, je suis retournée chercher le cash, je leur ai apporté le cash, puis j'ai pas eu de dossier criminel à ce moment-là, quand j'ai rapporté le cash. Mais là, ils ont dit, faut que tu te trouves de l'ouvrage ailleurs. Certainement. Alors, j'ai été travailler, mais j'ai été travailler dans un autre bar, dans un bar. Puis là, je voulais faire plus d'argent. Fait qu'il y avait un ami qui vendait du hash, puis qui me faisait vendre du hash. Fait que je vendais de la drogue dans le bar, en plus d'être serveuse. Et puis là, moi, c'était mon dicton. Je prenais pas mal une tasse parce que je disais, allez, pour boire, c'est pour boire. Fait que je prenais un coup. Là, à 3 heures du matin, là, c'était le café cognac et jusqu'à 5, 6, 7 heures du matin. Puis c'était vraiment une vie tordue. Mais j'étais pas heureuse et j'étais malheureuse. J'étais vraiment malheureuse dans tout cela. Et il y avait des choses que je faisais dans ma vie qui étaient vraiment pas correctes. Alors, je suis partie de là une journée et puis tout ce que je pensais, c'était de m'enlever la vie, c'était de me suicider. Donc, je suis allée chez une de mes amies qui gardait des enfants et puis j'ai dans la pharmacie, et puis j'ai pris toutes les pilules qu'il y avait là, puis je les ai toutes avalées. Et je suis allée lui dire, je viens d'essayer de me suicider. Elle m'a dit, viens pas faire ça ici, puis elle avait bien raison. Et j'étais quand même assez lucide, c'était près de chez mes parents, puis à ce moment-là, mon père, je sais qu'il était en chômage, je sais pas pourquoi, mais il était en chômage. Fait que je suis allée à la maison, puis j'ai dit, papa, je viens de faire une tentative de suicide, amène-moi à l'hôpital pour me faire nettoyer, là, parce que je suis pleine de pilules. Puis mon père, il m'a amené à l'hôpital en psychiatrie au 6e à Arthabasca. Mais pour lui, c'était pas quelque chose d'inconnu, parce que mon frère Jacques, qui est bipolaire puis qui a fait une overdose, lui, il avait fait du 6e en psychiatrie. Fait que
Il dit, viens-t'en, Nicole, je t'amène. Fait que je suis allée, j'ai eu un nettoyage d'estomac. Et puis là, j'ai rencontré des médecins, j'ai rencontré des infirmières. Les gens me disaient, t'es une bonne fille, dans le fond, tu devrais retourner à l'école. Il me semble que t'as de l'avenir, t'as du potentiel. Mais il me manquait de l'amour à la maison. Il me manquait de direction. J'étais comme... T'es une bonne à rien, tu vois rien dans la vie, t'es rien qu'une tête de cochon. Puis c'était juste ça que j'entendais. Fait que moi, à un moment donné, même mon papa, à un moment donné, il m'a dit, parce que je mangeais de la gomme, il m'a dit, Nicole, t'es une dévergondée. Et là, j'ai dit, OK, on me traite de dévergondée, je vais le devenir. Dans mon cœur, ça a été, je vais le devenir. C'est ça que vous dites? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai été travailler dans un bar, dans un autre bar, parce que je savais pas où aller. Et là, c'était un bar où il y a des effeuilleuses. Et puis là, je servais ces filles-là, et puis je travaillais là-dedans. Puis à un moment donné, il y avait une des employés qui était là, qui sortait avec un motard. Puis elle m'a dit, Nicole, on aimerait ça que... Elle m'a dit... Tu pourrais venir au local de motard, et puis, inquiète-toi pas, tu vas être en sécurité, je vais m'occuper de toi. Mais dans ma tête, ça sonnait pas bien, ça. Je me suis dit, avec les motards, on sait jamais à quoi s'attendre, vas-y pas, Nicole. Elle réussit de me réinviter une autre fois. Nicole, j'aimerais ça que tu viennes au club de motards, il n'y aura pas de problème, il t'arrivera rien, inquiète-toi pas. Donc, je lui fais confiance et j'y vais. Mais je vous dirais que je ne savais pas que elle, c'était son rôle d'inviter des filles au local pour qu'il leur arrive des bad luck. Alors moi, je suis au local, puis là, il y a un gros chien, là, c'est pas un berger allemand, là, c'est un Doberman. Un Doberman qui est là, Rocky, qui m'attend à la porte. Puis en tout cas, une fois que je suis rentrée là, il n'était plus question que je ressorte de là. Alors, il est arrivé malheureusement ce que vous pensez dans votre tête. Alors, pas une fois, mais 2 fois. Alors, à 2 reprises, j'ai été abusée sexuellement. Et là, je me suis dit, bon, ben j'avais juste à pas me mettre les pieds là. Je le savais. Là, j'ai remis ça sur ma faute. Là. J'avais juste à pas y aller. C'est ma faute, puis je suis allée. Et il y en a un des gars qui m'a dit, tu viens-tu faire une ride avec moi? Là, je lui ai dit, ben je veux plus que personne me touche ici si j'embarque avec toi. Il a dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas personne qui va te toucher. Alors, je suis partie avec lui et finalement, j'ai passé 7 ans de ma vie avec lui. Dans le milieu des motards, dans le milieu de la drogue, dans le milieu de la corruption, dans le milieu de... il y a eu des meurtres, il y a eu vraiment... C'était vraiment pas beau. Et moi, dans tout cela, ben là, j'ai commencé à vraiment... Je prenais de la cocaïne à tous les jours. À tous les jours, je sniffais mes lignes de coke et je pesais à peine 90 livres. Et là, ben moi, c'était... je je suis retournée chez mes parents. J'allais les visiter de temps en temps parce que mon père, il était vraiment désolé. Je sais qu'il en pleurait. Et ma belle-mère, ben à un moment donné, elle m'a dit, Nicole, tu vis dans le péché par-dessus la tête. Moi, je l'avais envoyé promener d'aplomb. Et j'y avais dit, écoute, ben là, le péché, là, c'est rien que pour faire peur au monde comme toi. Tu sais, c'était ma relation, là, avec les choses de Dieu. Alors, bon, après 7 ans de vie commune avec cet homme-là, où est-ce que j'ai eu les côtes cassées, le nez cassé parce qu'il m'a fessé. À un moment donné, c'était assez. J'ai décidé de partir de là. Puis quand tu pars de là, j'étais quand même avec le président. J'aurais pu être tuée. On aurait pu me retrouver dans un fossé quelque part parce que je savais trop de choses. Je pouvais faire mettre du monde en prison tant que je voulais. Mais Dieu n'a pas permis ça. Lui, il m'a dit, Nicole, tu pars avec ton char, tes vêtements, on ne veut plus te voir jamais ici. J'ai pris mon char, mes vêtements, j'ai laissé la maison, la moto, j'ai des milliers de dollars que j'ai mis là, moi. C'est pas grave. Je suis partie. Et là, je suis allée m'acheter une maison à moi, une petite maison à moi, de quelqu'un qui me la vendait pas cher, que lui avait perdu sa femme. Et puis, là, j'ai été travailler dans un petit bar, dans une région où est-ce qu'il n'y a pas grand monde qui reste là, d'un village. Alors, pour faire vivre ma maison, pour être capable de payer mes paiements, bien, j'y arrivais pas juste avec mes pourboires. Alors, j'ai commencé à revendre la drogue là aussi. Fait que là, je vendais de la cocaïne, là.
Et puis, je vendais même à des jeunes de 16 ans. Ça, c'était vraiment... À ce moment-là, il n'y avait rien là. Mais maintenant, aujourd'hui, je le sais que c'était pas correct. Alors, je vais vous juste raconter un épisode. À un moment donné, il y a un monsieur qui travaille sur les vannes, puis il vient l'après-midi prendre sa petite bière au bar après avoir terminé son travail. Puis il me dit... Hey, Nicole, si jamais tu vois ma fille prendre de la dope, là, dis-y que c'est pas bon pour elle. Hey, c'est moi qui en vends le soir même. Tu sais, ma conscience, elle commence à être travaillée, là. Elle commence à être travaillée. Puis le meilleur client que j'ai, il travaille sa construction à ce moment-là, M. X, on va l'appeler M. X. Alors, M. X, et lui, il m'achète de la coke à tous les dimanches soirs parce qu'il s'en va travailler à l'extérieur. Puis quand il revient le vendredi soir, il me rachète un autre 400$. Lui, c'était 800$ de coke par semaine, c'était officiel. Fait que lui, à un moment donné, il y avait un kick sur moi. Monsieur X. Et puis, il savait là, que j'étais plus avec mon moteur. Et puis, il me fait une proposition. Il dit, Nicole, on part ça go. Puis moi, je paye la coke, puis toi, tu payes la boisson. Ça marche-tu? J'ai dit, oui, numéro 1, moi, j'ai plus rien à perdre, là. Alors, on passe à go pendant 3 jours, 3 nuits. Ça ressemble à Jésus, hein, 3 jours, 3 nuits. On passe à go, 3 jours, 3 nuits, mais là, on allait dans les bars clandestins. Moi, je connaissais ça, je connaissais les places, les bars clandestins. Fait qu'on buvait toute la nuit, puis on buvait le jour, puis on buvait la nuit, puis on buvait le jour. Ça coke et ça boisson, fait qu'à un moment donné, c'est dur pour le corps. Et puis, là, Monsieur X, il m'a dit, Nicole, ramène-moi chez nous, parce que c'est moi qui conduisais. Je ne sais pas où c'est je trouvais toute cette énergie-là, mais je l'avais. Alors, je l'amène chez lui, puis en arrivant chez lui, il me dit, Nicole, est-ce que tu viens faire une autre petite ligne? Ben, il dit, OK, moi, j'ai jamais refusé une petite ligne. Alors, je rentre chez lui, et puis, on fait une petite ligne de coke. Puis, à un moment donné, il part sur une dégringolade. Puis, il me dit, Nicole, je suis tannée, je suis écœurée, je vais m'enlever la vie, je vais me suicider. Ben, je lui ai dit, écoute, j'ai dit, fais-les, ou parle-moi-en plus. Et malheureusement, il est descendu en bas chez lui et j'ai entendu la détonation et il s'est tiré une balle dans la tête. Fait que c'est exactement ça qui est arrivé. Alors, moi, j'ai pris ma voiture, je suis partie. Et puis, en m'en allant dans le chemin, sur la route, je voyais les policiers qui s'en venaient avec leur sirène parce que Monsieur X, avant de se suicider, avait appelé, puis il avait dit son nom, son adresse, qu'est-ce qu'il allait faire. Il y avait un téléphone en bas. Fait que eux autres, ils savaient qu'est-ce qui se passait. Puis moi, je suis partie de là. Et ça a été la dernière fois où j'ai vendu de la drogue de ma vie. Ça a été la dernière fois. J'ai appelé à mon dealer, j'ai dit, tu m'amènes plus rien chez nous parce qu'une telle personne s'est sautée à la cervelle, puis c'est fini. Alors là, moi, ça a été un gros choc dans ma vie. Ça a été vraiment le choc qui m'a fait saisir que là, ça allait pas pantoute. Et après ça, ben moi-même, j'en prenais encore, par exemple. Là, c'était difficile pour moi d'arrêter de prendre de la drogue. Fait que je suis restée quand même un peu dans ce milieu-là pour moi, mais pas pour lui. Et là, j'ai pris comme 1 mois de congé à la maison. Et j'ai peinturé la maison. Et puis, à un moment donné, il est arrivé, ça a frappé à ma porte. Et on m'a mis les menottes. Et là, il y avait 5-6 policiers avec des chiens renifleurs. Ils ont fouillé ma maison partout. Et puis, ils n'ont pas trouvé de drogue. Et je leur ai dit que non, depuis cet événement-là, j'avais arrêté. Puis, ils m'ont dit, c'est toi qui en vendais. Puis, ils le savaient. Mais comme je n'avais pas sur moi, c'était pas assez pour m'arrêter. Alors, j'ai dit, oui, c'est moi. Fait qu'ils ont dit, on dirait que tu veux te reprendre en main. Continue, c'est propre chez vous. Il y avait comme des compliments à me dire, là. Puis j'ai dit, oui, je veux me reprendre en main. Et après qu'ils soient partis, eux autres, je suis quand même retournée travailler au bar comme serveuse. Sauf que il est arrivé quelqu'un chez moi à la maison qui a cogné puis qui a dit qu'il vendait de l'assurance. Ça s'appelle la Combine, la combinée d'Amérique. Et puis, il m'a dit qu'il faisait 300, 400, 500 piastres par semaine et qu'il me verrait dans ce milieu-là.
Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai accepté son invitation. J'ai été suivre un cours pour vendre de l'assurance. Wow! Fait que là, je vous dirais que je me suis acheté un petit peu une petite garde-robe pour avoir de l'air plus demoiselle, parce que moi, c'était les grosses bottes de cuir jusqu'ici, les bracelets de cuir, les couteaux sur le bord de la hanche. Puis, oui, c'est ça. Fait que je vais suivre le cours. J'accepte le cours pour vendre de l'assurance. On peut juste répondre ou l'arrêter? Oui, OK. Merci, pas de gêne. C'est juste que moi, ça me dérange. OK. Alors, je vais suivre le cours pour vendre de l'assurance. Et là, il y a un chrétien. Il y a un chrétien qui me remarque et qui voit bien puis qui m'écoute parler. Puis qu'à un moment donné, il vient me dire, Nicole, si tu veux faire de l'assurance, il va falloir que tu arrêtes de sacrer. J'ai dit, je sacre-tu tant que ça? Il dit, tu t'entends pas? Ben, chaque 2 mots, c'est un sacre. Mais pour moi, c'était du vocabulaire. Fait que, fait que c'est ça, mais c'était un manque de vocabulaire. Fait que lui, ça m'a comme un peu... Puis là, il me dit, il me regardait aller, mais moi, je voulais être sérieuse dans ça. OK? Moi, des jokes à double sens, là, je n'avais assez entendu dans ma vie, c'était assez. Fait que là, les gens, après le cours, parce que c'était 2 semaines, ce cours-là, c'était à Saint-Hubert. Après le cours, le soir, les gens allaient prendre une bière à la brasserie, puis ils m'invitaient. Mais moi, j'y allais pas. J'y allais pas. Pour moi, je veux changer de vie. Je veux pas aller là. Et le chrétien, Y, il y allait pas non plus. Puis à un moment donné, il m'a dit... Non, je m'excuse. Moi, je lui ai dit, tu es pas comme les autres. Qu'est-ce que tu as de différent? C'est moi qui est allé vers lui qui a dit ça. Parce que lui, il m'encourageait. Il dit, Nicole, tu fais bien de pas aller au bar. Nicole, tu fais bien d'étudier si tu veux réussir. Fait que, tu sais, il m'encourageait. Puis là, il dit, si tu veux savoir qu'est-ce que j'ai, demain, on va aller déjeuner ensemble. Fait que le lendemain matin, on va déjeuner ensemble. Et lui, il a 22 ans. Il a 2 enfants et il est marié. Pour moi, c'est « wow, je connais pas de gens comme ça ». Alors, je m'assois avec lui. Il dit « Est-ce que je peux prier avant de manger? » Rendre grâce. Ben, je dis « Si tu savais avec qui je me suis assis dans ma vie, tu peux faire qu'est-ce que tu veux. » Alors, oui, comme ça. Alors, il a prié, il a rendu grâce. Et là, il m'a dit « Écoute, Nicole, il dit « Tu me vois tel que je suis là, mais il dit « J'étais un ancien pickpocket. » Il dit, je me promenais dans les autobus, j'avais les cheveux en bas des fesses. Puis il dit, je volais des madames, leur portefeuille, leur sacoche dans les autobus. C'était ça ma vie. Mais il dit, Jésus-Christ m'a transformé. Il dit, est-ce que tu crois en Jésus? Là, je lui dis, je sais qu'il est né d'une crèche puis qu'il est mort sur une croix. Bon, j'ai dit, c'est ça que je sais de Jésus. Alors, il m'a dit, je veux t'inviter mercredi, il y a une réunion de prière, j'aimerais que tu viennes avec moi. J'ai dit, oui, je veux y aller. Donc, le mercredi soir, on s'en va à la réunion de prière et il se met à tomber une pluie torrentielle. On a glissé dans le terrain. On n'a pas été capable de se rendre. La voiture a pris le chemin et le côté. Fait qu'on pelletait pour sortir de là. On voyait le bâtiment. On était assez proche pour le voir, mais on n'a pas pu s'y rendre. Fait que j'ai pas été à cette réunion de prière-là, ce fameux mercredi soir-là. Et lui, on est revenu au motel, puis il dit, Nicole, tu sais que dans tous les hôtels, il y a des Bibles. Fait qu'il dit, on va aller dans ta chambre et on va ouvrir la Bible. Alors, on est allé dans ma chambre et on a ouvert la Bible. On a regardé dans Romains 9, 10. Si tu crois au Seigneur Jésus dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche qu'il est le Seigneur, tu seras sauvé. Je l'ai essayé. J'ai essayé de croire, de le confesser, mais ça n'a pas fonctionné. Mais quand même, tout ce que lui m'avait dit, c'était là. Puis le cours d'assurance, il se terminait 2 jours plus tard. Je le revoyais plus, ce Y-là. Alors lui, ce qu'il a fait, merci Seigneur, il m'a donné une page avec un arbre, genre généalogique, mais avec des différentes assemblées dans la province de Québec. Il m'a dit, si un jour tu cherches Dieu, Nicole, regarde sur cette feuille, va dans une assemblée chrétienne évangélique. Parfait, on ferme les livres. Justement, parlant de livres, il y a un petit bout. Quand j'ai quitté mon moteur, sa mère,
qui m'aimait beaucoup, 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 m'avait remis un Nouveau Testament. Elle m'avait dit, Nicole, peut-être que dans la vie, ça pourrait te servir. Jusque-là, je ne l'avais pas ouvert. Alors, mais cette petite feuille-là, je l'ai mis dans le Nouveau Testament. Et puis, 1 an a passé. Et moi, je consommais encore et j'avais des problèmes de boisson et je me suis retrouvée à travailler d'un bord et de l'autre et d'un bord et de l'autre et mener une vie qui n'est pas acceptable. Alors, à un moment donné, arrive le temps des fêtes, arrive Noël. Et là, on devait, je m'excuse, la maison que j'avais achetée, là, bon, eh bien, je l'ai louée parce que je me suis envenue vivre à Québec ici avec mon frère le plus vieux qui, lui, s'est séparé de sa femme. Fait que Claude, il me dit, Nicole, viens, on va veuver ensemble. Fait que je me suis envenue avec lui, puis fait que je me suis envenue avec Claude, et puis ma maison, je l'ai louée. Je l'ai loué à un gars qui sortait de prison puis qui c'était pour se reposer. Et puis, à un moment donné, il avait volé tous les voisins. Il avait volé télévision, radio, et puis il m'avait monté un compte un bill, tu sais, fait que ça allait mal. Fait que moi et mon frère Claude, bon, on est à Québec, on reste ensemble. Et puis là, arrive le temps des fêtes, le 25 décembre. Est-ce qu'on va chez nos parents? Ah! Oui, on va aller dans la famille. Fait qu'on s'en va chez nos parents et ça va mal. Le 25 décembre, dans la famille, là, ça a brassé puis ça a vraiment mal été. Et moi, je suis repartie de là à décourager d'aplomb. J'ai dit, c'est ça, mon père, ma mère, mes frères, je veux plus rien savoir. Puis je pleurais. J'ai pleuré de Victoriaville à Québec. Je suis arrivée la face défigurée parce que je pleurais. Et là, dans la voiture, je pensais de me suicider encore une fois. Je vais rentrer dans un truck, je vais faire quelque chose. Mais je me suis dit en même temps, j'avais quand même conscience, je me suis dit, mais là, c'est parce que je risque de tuer la personne puis pas me tuer. Fait en tout cas, il y avait tellement de choses qui me passaient dans la tête. Et là, j'ai crié à Dieu, là dans mon char, là, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, toi, si t'existes, là, vraiment, là. J'ai dit, là, j'ai 27 ans, là. Puis je veux pas vivre les 27 prochaines années pareilles, là. J'ai dit, si t'existes, là, montre-les-moi. Puis je suis arrivée à la maison avec mon frère, parce que je restais, et là, j'ai ouvert, parce que je me souvenais qu'il m'avait parlé Église évangélique. J'ai ouvert l'annuaire. Puis là, j'ai cherché, puis j'ai vu Église évangélique. J'ai appelé la première que j'ai vue. J'appelle. Alors, on me répond. J'ai dit, bonjour, mon nom est Nicole Hébert. J'ai dit, j'ai 27 ans, une tête, ses épaules, 2 bras, 2 jambes, je veux faire le bien, mais j'y arrive pas. Fait que là, on me répond, c'est correct, vous y arrivez pas toute seule, c'est difficile. Fait qu'on vous invite le 31 décembre. Venez, 89. Venez finir l'année avec nous, puis commencer la nouvelle année d'une autre façon. Alors, le 31 décembre arrive. À ce moment-là, je travaille dans une brasserie, le Docal, sur Saint-Vallier. Je trouvais que j'étais mieux déjà, là. Je servais de la boisson et de la bouffe. Je trouvais que j'avais upgradé dans mes statuts. Alors, je vais travailler le 31 décembre. Je rouvre, c'est moi qui rouvre à 8 h le matin, puis c'est moi qui ferme à 8 h le soir. Fait que là, les petits messieurs, Nicole, tu prendrais-tu un verre? Ils savent que j'aime ça. Fait que cette journée-là, je dis non, j'en prends pas. Et puis, en tout cas, j'étais de bonne humeur quand même. Je jouais de la cuillère, je lui mettais la musique qu'il voulait. Puis à 8 h le soir, là que c'est la fermeture. Il y a des jeunes de mon âge, 27-30 ans, qui viennent me voir. « Hey, Nicole, on va aller à un tel bar, c'est encore ouvert. » Là, je les ai regardés. J'ai dit « Non, je vais à l'église. » Ils ont dit « Hein? » Ils ont dit « Tu prieras pour nous autres. » J'ai dit « C'est ça. C'est parfait. » Fait que je suis allée chez moi pour me changer parce que disons que la jupe était courte puis le décolleté était long. Alors, j'ai été me changer et pour aller à l'Assemblée, à l'église. Alors, j'arrive pour partir. Et là, je me suis mis à shaker comme une bonne. Trembler, pas capable de prendre mon auto pour conduire. Impossible. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Mais je veux y aller. Alors, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé un taxi. Puis j'ai dit, je m'en vais à telle adresse. Laissez-moi 2 coins de rue plus loin, tu sais, pour pas qu'on voie que je rentre là. C'est fou, hein? Alors, j'ai descendu de l'auto et je suis arrivée
à l'Assemblée. C'est un bâtiment, mais qui n'a pas l'air d'une église, c'est une ancienne banque. Alors, j'arrive là, puis il y avait 2 jeunes qui étaient en train de fumer dehors. Bien sûr, ils ne peuvent pas fumer à l'intérieur. En passant, je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Alors, je leur dis, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, tu sais? Es-tu correct? Ils ont dit, ah oui, madame. Madame, je me suis jamais fait appeler madame. Alors, on dit, oui, madame, vous pouvez venir ici, il n'y a pas de problème, vous allez voir, c'est intéressant. Fait que je rentre là, et puis on vient chercher mon manteau, puis on le met sur le support, et la prédication est passée, le message est fait, les gens sont assis autour d'une table, en rond, ils prennent un café puis des beignes, un peu comme ce matin le déjeuner, mais c'est café et des beignes. OK. Fait que là, je spot. Ah, une madame est toute tatouée. Oh, j'ai elle doit être correcte. Fait que dans mon livre à moi, fait que je vais m'asseoir à côté d'elle, mais moi, je sais pas qu'elle aussi, c'est une invitée. Fait que là, elle me dit ton nom. J'ai dit Nicole Hébert. Elle dit qu'est-ce que tu viens faire ici? Ben, j'ai dit j'ai 27 ans. Là, j'avais comme une petite chanson qui s'était faite dans ma tête. Là. J'ai 27 ans, 2 bras, 2 jambes, je veux faire le bien, mais j'y arrive pas. Elle dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans une brasserie. Ah, peut-être faudrait que tu arrêtes ça. Fait que là, c'était pas tout à fait ça que j'avais besoin d'entendre. Fait qu'elle a dit, je vais vous présenter quelqu'un. Fait que, il y a un autre monsieur qui vient me voir, monsieur Z. Fait qu'il vient me voir, puis il dit, c'est quoi ton nom? Ben, j'ai dit Nicole Hébert. Il dit, qu'est-ce que t'es venu? Lui, c'est un croyant, là. Il dit, qu'est-ce que t'es venu chercher ici à soir? Ben, j'ai dit, j'ai 27 ans, j'ai 2 bras, 2 jambes, je veux faire le bien, puis j'y arrive pas. OK. Il dit, tu crois-tu en Jésus? Ah, j'ai dit, je sais qu'il est né d'une crèche, qu'il est mort sur une croix. OK, c'est un bon début. Il dit, crois-tu que t'es pécheresse? Vous vous souvenez de ce que j'avais dit à la belle-mère, hein? Ouais. Fait que là, ça n'a pas été pareil. C'était une conviction du Saint-Esprit. Là, mais c'est vrai que ça marche, hein? Fait que là, j'ai dit, oui, je suis pécheresse. Là, j'ai vu les choses que je pouvais avoir faites qui étaient horribles, qui méritaient la prison. Ben, j'en ai fait un peu de prison, mais puis j'ai un dossier, j'avais un dossier criminel aussi. En tout cas, ça, c'est une autre affaire, mais que j'ai demandé un pardon puis que je l'ai eu, gloire à Dieu, le pardon terrestre. Mais là, c'était le temps du pardon céleste. Alors, il dit, tu crois-tu que t'es pécheresse? J'ai dit oui. Il dit, veux-tu être pardonné? J'ai dit oui, je veux être pardonnée. Puis j'ai dit, je m'excuse, là, entre le 25 décembre et le 31 décembre, il est arrivé quelque chose, par exemple. Je voulais aller à l'Assemblée, mais j'ai ouvert le Nouveau Testament que Madame m'avait donné autrefois et j'avais lu, dans Matthieu, j'avais lu « Qui est mon frère, ma sœur? » Vous vous souvenez que j'avais dit hey, « C'est pas ça ma famille? » Bon, « Qui est mon frère, ma sœur? » Celui-là qui fait la volonté de Dieu. Alors, je me suis dit, c'est là que je devrais aller pour trouver une famille. Ça m'avait encouragée à aller à l'église le 31. Fait que lui, il me dit, crois-tu que tu es pécheresse? J'ai dit oui. J'ai dit, je veux être changée, puis je veux lire le Nouveau Testament, puis je veux le comprendre, mais j'y arrive pas, parce que j'avais lu d'autres bouts que je comprenais pas du tout. Fait qu'il dit, on va tout faire ça. Il dit, est-ce que tu veux prier avec moi? Alors, j'ai dit oui, là, j'étais convaincue que j'avais besoin de Dieu et puis il m'a dit, Jésus-Christ est mort sur la croix pour te sauver de tes péchés. Alors, ensemble, j'ai fermé mes yeux le 31 décembre 89. J'ai prié avec M. Y et j'ai demandé pardon au Seigneur pour ma vie passée, de me donner une nouvelle vie, de me donner l'éclairage que j'avais besoin pour lire la parole. Et à ce moment-là, j'ai été sauvée. C'est certain, certain, certain. J'ai eu une paix. Je suis partie de là ce soir-là. J'étais différente. J'étais une autre personne. Mon frère Claude était allé à Victoriaville, il était retourné dans les parties. Quand il est revenu, là, il est allé pelleter son toit, et moi, j'étais en bas, puis sans faire exprès, il m'a lancé de la glace. Normalement, il aurait mangé de la misère à mon frère. Là, j'ai rien dit pratiquement. Il a dit, voyons, je me pars d'ici, ma soeur a fourré le chien avec tout le monde, puis il dit, je reviens ici, puis c'est une sainte.
Là, lui, là, il en pouvait pas. Là, Nicole, fais attention, c'est du lavage de cerveau, t'as été... Parce qu'il me reconnaissait pas. Je suis rentrée chez mes parents un peu plus tard, puis le plus jeune de mes frères, qui sera mon demi-frère, mais que moi, je considère comme un frère, François, il a dit, Nicole, quand t'es rentrée dans la maison, je savais que s'était passé de quoi dans ta vie. Sans que tu aies un mot à dire. Justement, parce que d'habitude, j'en disais. Puis là, j'étais tranquille. J'étais calme. Et alors, j'ai été sauvée ce soir-là. Mais là, on m'a dit, il y a des réunions le mardi, le mercredi, le jeudi, le dimanche matin, le dimanche soir. J'en manquais pas une. J'allais à toutes les réunions. Je conduisais ma voiture. Alléluia! Aux lumières rouges. Vraiment, là, le Seigneur m'a blanchi. Il a fait ce qui était sale, là, il l'a nettoyé. On voit la belle glace dans les arbres, là, présentement, là. Bien, il m'a rendue plus blanche que neige, éclatante. Puis c'est pour sa gloire, puis pour lui. Alors là, en plus de ça, 2 semaines après, moi, je fumais encore. Là, j'ai été délivrée de la drogue. J'ai pas eu besoin d'aller de me faire désintoxiquer dans un centre de désintoxication. J'ai été délivrée de la drogue, mais il me restait la cigarette. Je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Et il y a des jeunes à l'Assemblée. Ah, est-ce que je suis en train de dépasser mon temps? J'ai jamais regardé. Ça va. Il y a 2 jeunes à l'Assemblée qui me disent, Nicole, tu peux aussi être délivrée de la cigarette. Ah, tu vrai? Je le veux! Fait que là, le pasteur, il m'a dit, regarde qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. On est esclave à qui on obéit, de celui à qui on obéit. Il dit, t'obéis un petit bout de long de même, la cigarette. Il dit, c'est vrai, puis moi, tu sais, vous savez, hein, les défis. Fait que là, j'aimais pas ça me faire dire ça. Fait que j'ai été avec les jeunes, puis on a prié. C'était un jeudi soir, on a prié. Seigneur, je te prie que je sois délivrée de la cigarette. Je te crois. Je crois que tu peux le faire. Mais ça n'a pas été instantané. Mais le dimanche soir, parce que là, j'ai retravaillé 2 semaines seulement à la brasserie. J'ai donné ma démission. Parce que, écoute, là, il y a des messieurs, c'est tellement pas drôle, là, qui viennent s'asseoir à une table à 8 heures le matin, qui demandent 6 drafts d'un premier coup pour arrêter de shaker. Pour qu'à partir de la 3e, la 4e, ils arrêtent de shaker puis ils commencent à être en forme. Tu sais? Fait que moi, je leur disais à eux, sais-tu que tu peux arrêter de boire? Sais-tu que tu peux être délivré de la boisson? Fait qu'en tout cas, c'était plus ma place d'être dans la brasserie, puis je le sentais, puis j'ai donné ma démission. Alors, mais là, je suis le dimanche soir. C'est moi encore qui ferme à la brasserie, je ferme à minuit. Et là, il est minuit moins 5. Là, je ne sais pas à quelle couleur que je suis. Je dois être rouge un petit peu. Moi, je viens rouge facilement. Regarde quoi. À la brasserie, ce soir-là, minuit moins 5, je me sens devenir rouge, chaude. J'ai dit, Seigneur, ça se peut-tu que ce soit parce que tu es en train de me délivrer de la cigarette? Ça a été la première affaire qui m'a passé dans la tête. Et là, effectivement, j'allume une cigarette. Elle était méchante, mais méchante. Je l'ai pitchée dans le cendrier. Merci, Seigneur! Mais il est arrivé une rechute. Parce que quand je suis rentrée, je restais toujours avec mon frère. À un moment donné, lui aussi fumait. Ben, tu sais, on a essayé plusieurs fois d'arrêter de fumer ensemble. Hein. Au bout d'une heure, on disait « Hé, qu'on est-tu bien depuis qu'on fume plus? » Fait que, ben, c'était fou, hein? Fait que j'ai essayé. Mais là, lui, il en avait des cigarettes dans l'armoire. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur m'avait délivré. Puis à un moment donné, ça a été plus fort que moi. Je suis allée chercher le paquet. J'ai allumé une cigarette et j'ai senti, quand on dit « n'attristez pas » dans la parole, c'est écrit « n'attristez pas le Saint-Esprit ». Je venais de l'attrister parce que le Saint-Esprit avait fait une œuvre en moi. Mais là, non. Hey, je me suis sentie tellement pas bonne, là. Puis j'ai perdu la paix et je me suis mis à genoux dans une chambre à pleurer. Je dois avoir pleuré 3 heures de temps. Puis j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. On peut pas faire comme avec toi, comme on fait aux hommes. Parce que plusieurs fois, j'ai dit à du monde, moi, je vais arrêter de boire.
Puis 2 jours après, je buvais, là. Fait que là, j'ai arrêté de fumer, mais là, je recommence. C'était pas logique. Seigneur, je sais que t'es pas comme un homme, puis qu'on peut pas rien te passer, toi. Puis finalement, la paix est revenue. Au bout de 3 heures de pleurs, la paix est revenue. Et là, j'ai dit non à la cigarette. J'ai tourné autour de la table, et là, j'ai pris comme la parole de Dieu. J'ai dit... L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puis j'utilisais la parole pour dire non, 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 Seigneur, tu m'as guéri, tu m'as délivré, puis je retournerai pas dans cela. Et j'ai fini par avoir victoire sur le combat. Fait qu'il y a eu la drogue, la cigarette, une penchée très forte pour la sexualité. Ça aussi, j'ai demandé au Seigneur de me libérer de ça, de me délivrer de ça. Et pour ça, ben j'ai fait un jeûne que je connaissais pas grand-chose dans le Seigneur, moi, là. Mais j'avais lu un petit livre sur le jeûne biblique, qui est tout petit. Et puis, j'avais fait 6 jours de jeûne. 6 jours de jeûne, et j'étais aussi délivrée de ces espèces de passions-là qui m'habitaient. Et là, eh bien, j'ai dû partir de demeurer chez mon frère, par exemple. Je suis partie parce que lui, plus que je m'approchais de Dieu, plus qu'il était fâché. Et puis, bon, il écoutait de la musique de plus en plus forte. Il amenait une fille différente à tous les soirs. Puis, tu sais, là, ça marchait plus, notre contact ensemble, notre communion fraternelle, parce que c'est mon frère quand même. Mais là, je suis allée rester, il était content, et je suis allée rester sur la rue de la Capricieuse. Il dit, c'est ça, Nicole, t'es capricieuse, là. Je suis allée demeurer sur la rue de la Capricieuse chez des frères et sœurs qui m'ont accueillie. J'ai resté 1 an chez eux, mais un peu trop renfermée. Mais là, je lisais la parole des 13, 14, 15 heures par jour, et je voulais pas arrêter de lire la parole. Là, je disais à mon frère le plus vieux, Claude, j'ai trouvé ce qu'on n'a pas eu dans la parole. J'ai trouvé un père puis une mère, tu sais, mais lui, il comprenait pas ça. Nicole, t'es déséquilibré, ça marche pas. Mais aujourd'hui, mon frère, il dit, puis il n'y en a aucun chez nous qui ont encore accepté le Seigneur, mais il me dit, Nicole, si quelqu'un connaît Dieu, c'est bien toi. T'sais, il reconnaît que Dieu a fait un œuvre dans ma vie et que je continue de marcher avec Dieu et que je marche avec Dieu, puis que c'est pas comme une religion, là, mais c'est une foi en action. C'est ce que je veux, une foi en action. C'est pour ça que ce matin, je suis là, pour vous témoigner, pas de moi, vous témoigner de ce que Jésus-Christ a fait dans ma vie. Tu sais, des fois, on pense que c'est une image, c'est un bibelot, c'est une statue, mais non. Jésus-Christ, un jour, il est venu au monde, il est mort, il est ressuscité, il est vivant, puis en plus, la parole dit qu'il va revenir. Fait que moi, il faut que je me garde. Puis c'est des événements comme ça qui fait qu'on veut encore plus se garder, parce que pourquoi je viendrais vous témoigner de ça aujourd'hui si je marchais dans une vie tout croche en ressortant d'ici? Tu sais, il faut vraiment y aller, il faut que les babines marchent avec les bottines, comme on dit, là. Fait que je peux vous dire que j'aime le Seigneur, mais il m'aime bien plus. Et il aime chacun de vous ici. Ensuite de ça, eh bien oui, ma vie a été transformée. J'ai rencontré un homme, un frère, un chrétien dans le Seigneur. On s'est mariés. On a eu 4 beaux enfants, dont 2 servent le Seigneur aujourd'hui, 2 qui sont plutôt pris dans le jeu de l'ennemi, mais on continue de prier pour qu'ils s'en sortent. J'ai eu un mariage pas facile, parce que j'ai marié quelqu'un d'une autre nationalité, pas parce que, en tout cas, en plus, j'ai marié quelqu'un d'une autre nationalité, et ça a été difficile. Et on a été 24 ans ensemble. On s'est séparés, divorcés pendant 3 ans. Et depuis le 13 juillet, nous sommes revenus ensemble. Oui, amen. Et nous voulons faire le reste pour glorifier Dieu puis pour finir ce qu'on avait commencé. Mais ça a comme pris un break. Mais là, merci Seigneur, ça va bien. Et aujourd'hui, ben, je suis une femme heureuse. Oui, mon sourire, c'est comme s'il ne veut pas. Je veux pas arrêter de sourire. J'ai de la misère à pas sourire, hein? Mais merci, Seigneur, et ça fait 18 ans que je travaille à l'école L'Eau Vive avec des enfants. Puis comme que j'avais un casier judiciaire, si le Seigneur avait pas effacé ça, j'aurais jamais pu avoir le travail que j'ai eu pendant 18 ans. 18 ans à aimer des enfants, à aimer mes collègues, à aimer l'école. Puis en plus, maintenant, je travaille aussi un petit peu dans une résidence de personnes âgées et j'aime
j'aime ça beaucoup, le soin à la personne, même si c'est difficile. Alors là-dessus, que Dieu vous bénisse. Ceux qui n'ont pas encore compris ou cru, j'espère que ce que je vous aurai dit aujourd'hui, partagé, pourra travailler dans vos cœurs pour vous dire, c'est vrai. OK? Merci beaucoup. Amen.